là encore, on sait qu'il y a pas mal d'avis qui sont diffusés depuis X années, selon lesquels ne seraient cachérisables que les fours, que nos amis les fours à, pour ne pas les nommer. D'accord? Les fours à pyrolyse. Et après, c'est le chéquier qui se fait pyrolyser aussi, des fois. Bon, en tout cas, on va parler de ça maintenant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que, effectivement, ne sont cachérisables que les fours à pyrolyse ou pas? Dans un premier temps, vous allez dire oui, il n'y a que les fours à pyrolyse qui le sont. Seulement, on va voir si c'est réellement ça selon la halakha. Regardez. Il y a... Comment je vais dire ça sans heurter? Non, on va le prendre à l'envers. Alors regardez. Il y a une mahloket, il y a une grosse discussion, très très grosse, très célèbre, une divergence d'opinion halachique parmi les rishonim, parmi les médiévaux, les décisionnaires de l'époque médiévale, donc antérieure au Shulchan Aruch, sur une question bien précise. Quelle est cette question? On sait que le hametz est un interdit alimentaire, on le sait. Seulement, est-ce qu'il est à considérer de façon très exceptionnelle? Est-ce qu'il est à traiter de façon très exceptionnelle par rapport aux autres interdits alimentaires, genre consommation de porc, etc. Ou alors est-ce que du non, c'est la même chose? En d'autres termes, est-ce que le hametz, et je vais expliquer, est-ce que le hametz il s'appelle Issura Bala ou Hetera Bala? Je m'explique. Lorsqu'une marmite hametz, tout le long de l'année, lorsque vous cuisez des pâtes dans une marmite, au mois de janvier, au mois de décembre, au mois de novembre, en dehors de Pessah, vous cuisez des pâtes dans une marmite, donc vous cuisez du hametz, ok. Lorsque cette marmite, au mois de décembre, lorsqu'elle absorbe le goût des pâtes, à cet instant précis, les pâtes sont-elles permises ou interdites? Vous allez me dire permises. Ok. Lorsqu'une marmite, lorsqu'on fait cuire, Chas v'Shalom, du halouf dans une marmite, à n'importe quel moment de l'année que ça se produit, ce sera interdit. Cette absorption, elle est interdite. Alors ça fait peut-être une différence. Je dis peut-être parce que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Ça fait peut-être une différence au niveau du hametz. Peut-être que, bien que le hametz fasse bien entendu partie de la catégorie des interdits alimentaires, il y a quand même une petite différence, c'est qu'il n'est pas interdit toute l'année. Il est interdit 8 jours dans l'année. Tout le long de l'année, il est permis. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres interdits alimentaires qui sont interdits toute l'année. En quoi ça ferait une différence? Donc ça veut dire, ça maintenant en jargon halachique, ça se définit par quoi? Eh bien, le hametz, il s'appelle Hetera Bala. Il s'appellerait Hetera Bala. Qu'est-ce que ça veut dire Hetera Bala? Il s'appellerait absorption permise. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y a eu l'absorption, il était permis. Ce qui n'est pas le cas des autres qui s'appellent catégoriquement Issura Bala. Les autres sont complètement interdits. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils sont absorbés, du halouf, toute l'année, ça veut dire l'absorber, c'est interdit. Ok, ça donne quoi comme incidence pratique? Il y a certains rishonim qui disent, certains, pas beaucoup, certains, qui disent que hametz, il s'appelle Hetera Bala. Le hametz, au moment où il a été absorbé, il était permis. Donc ça veut dire maintenant, à l'approche de Pessah, tu veux cachériser cet ustensile. D'après ces quelques rishonim, il n'y a pas besoin d'aller chercher les bouts, il n'y a pas besoin. Tout dans la ga'ala, qu'il est absorbé par la flamme, qu'il est absorbé par l'eau, qu'il est absorbé ce que tu veux. Dans la ga'ala est terminé. La majorité des rishonim ne pensent pas du tout comme ça. Mahmirim, le Rif, le Rosh, le Ramban, ils ne tranchent pas comme ça. Ils disent non, hametz, shemo alav. Hametz, c'est l'interdit alimentaire le plus gravissime de toute la Torah. C'est plus grave de manger du hametz que de manger du porc. Il faut le savoir. Rien qui mange du hametz, hayav karet. Rien qui mange du porc, hayav malkout. Ça n'a rien à voir. Rien qui mange du hametz, c'est comme si il a mangé à Yom Kippour. Ou c'est comme si il était avec sa femme pendant qu'elle est nida. Tandis que quelqu'un... un bataille. Tandis que quelqu'un qui mange du porc, d'accord, vous voyez la différence. Le hametz, c'est l'interdit alimentaire le plus grave de toute la Torah entière. Hametz s'appelle ça, c'est égal à manger à Yom Kippour ou aller avec une femme nidda. C'est exactement la même chose, hayav carré. Donc, il y a le Rif, le Rosh, le Ramban, ils disent non, hametz shmo alav.
Hametz, il est vrai que lorsqu'il y a eu l'absorption, à l'heure où il y a eu l'absorption, il est vrai que le Hametz, pardon, excusez-moi. Il est vrai qu'au moment où l'absorption a eu lieu, il est vrai que le Hametz était permis, mais étant donné que c'est l'interdit le plus gravissime de toute la Torah, alors on va pas le considérer comme Eter Abala, on va le considérer comme Isur Abala. La halakha est comme ça, Maran pense comme ça, qu'il faut aller chercher l'Iboun si c'est nécessaire, etc. On va pas se contenter d'une Agala lorsqu'il faut l'Iboun, etc. Très bien. Où je veux en venir? Maran tranche comme ça, dans Ilchot Pesach, Siman Tavnoun Aleph, au sujet des grilles dont j'ai parlé tout à l'heure. Si par exemple on a grillé du Hametz sur une grille, on a pris du pain, d'accord? On a pris du pain, vous allez comprendre à travers cet exemple, vous allez comprendre ce que je veux dire. On a pris du pain et on l'a grillé directement avec la flamme, sans faire appel à aucun liquide ni rien du tout. On l'a mis sur une grille, cette grille maintenant, si je veux m'en servir à Pessah, comment je dois la cachériser? Il faut que je la repasse. Maran il dit, il faut que je la passe à la flamme. Et attention, il dit, il dit que cette grille doit être passée à la flamme. Non seulement doit être passée à la flamme, mais passée à la flamme jusqu'au rougissement. Jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Et à ce moment-là, il est caché les Pessah. Attendez. Donc on est en train de parler de l'iboun, mais on a deux libouns. On a deux procédés de liboun. On a deux procédés de cachérisation par liboun, par passage à la flamme. Excusez-moi. On a ce procédé-là, dont le Shulchan est en train de nous parler, pour une grille Hametz. Il est en train de nous parler de l'iboun, ça s'appelle l'iboun gamour, parce que c'est l'iboun total. Pourquoi l'iboun total? Parce qu'il a dit jusqu'à rougissement. Ça s'appelle l'iboun gamour, l'iboun total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque le Shulchan considère que le Hametz c'est Isura Bala, c'est l'interdit alimentaire le plus grave, et donc il est à mettre dans la même catégorie que les autres interdits, etc., et qu'il faut extirper le goût Hametz du Keli de la façon qu'il faut, c'est-à-dire même par l'Iboun Gamour, si c'est nécessaire, ça veut dire que le Shulchan considère que Hametz c'est Isura Bala. Hametz c'est un interdit, l'absorption de Hametz lorsqu'elle a eu lieu, c'est une absorption d'un interdit comme n'importe lequel autre. Et donc pour l'extirper, il faut un liboun total. Très bien. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Ça c'est dans Ilchot Pesach. Seulement dans Ilchot Yom Tov, Shulchan il se contredit. Dans Ilchot Yom Tov, regardez ce qu'il écrit. Siman Taf Kuftet, chapitre 509, Shulchan Saif Het, paragraphe 8. Maran écrit là-bas, un jour de Yom Tov, n'importe quel Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, n'importe quel Yom Tov, on a le droit de cuisiner, oui. On a le droit de cuisiner, parmi la cuisine qu'on a le droit de faire, on a le droit même de faire un barbecue si on a envie. Si la flamme elle est allumée avant la fête, etc., pas de problème. J'ai envie de griller, j'ai envie de... ce que j'ai envie, je fais. J'ai pour manger. Quelqu'un... Sauf cette année. Non, cette année c'est Shabbat, mais dimanche on a le droit. Alors, si le Shulchan envisage un cas, écoutez bien. Il dit comme ça, c'est Yom Tov, très bien, et j'ai envie de me griller de la viande, j'ai envie de faire des merguez, ouais, j'ai envie de faire des grillades. La flamme, les côtelettes, très bien. La flamme, elle est allumée, tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je cherche ma grille, et j'ai deux grilles. J'ai une grille fromage, que j'utilise pour le fromage, et j'ai une grille viande, que j'utilise pour la viande. Et je cherche ma grille viande, je la trouve pas. Je demande à Freha, et je ne sais pas où elle est. Voilà, je sais pas. Et je cherche, et je la trouve pas. Comment je fais? J'ai envie de manger de la viande. C'est le Yom Tov. Yom Tov, c'est un hiyuv de manger de la viande. Même à Shavuot, vous vous rappelez, ouais? Mais, ouais, on doit manger de la viande. C'est un hiyuv min Torah d'après le Ramban. Manger de la viande. Ouais, on doit manger de la viande. Et je mange de la viande, moi, comment je vais rester comme ça? Et je dis, bon, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre la grille fromage. Et avant de... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma grille fromage et je vais lui faire l'iboun. Je vais d'abord la passer à la flamme. Ouais, comme ça j'extirpe le ta'am halavi, j'extirpe le goût fromage qu'il y a dedans. Une fois qu'elle est passée à la flamme, elle devient neutre. Et maintenant je peux l'utiliser pour la viande. Shulchan Aruch dit, Moutar, j'ai le droit de faire ça pendant Yom Tov. J'ai le droit de faire ça pendant Yom Tov. Il dit, aval. Il dit par contre, si cette grille, c'est pas une grille fromage, c'est la grille du voisin, j'ai été chez Jean-Christophe, et je lui dis, ouais, je trouve pas ma grille, passe-moi ta grille de Hillouf. Alors, il me brasse la grille de Hillouf, il est sourd de faire ça Yom Tov. J'ai pas le droit de la pourquoi. Mais Mishnah Berurah, il explique sur place. Mishnah Berurah, il explique. Parce qu'ici, ce qui nous a parlé, le Shulchan Aruch,
que pendant Yom Tov j'ai le droit de prendre ma grille fromage, de la passer d'abord à la flamme et ensuite de faire griller ma viande dessus. Le Shulchan Aruch nous a parlé d'un liboun kal. Il nous a parlé d'un passage à la flamme, passage allégé. Ça veut dire juste tu le passes sans aller jusqu'aux étincelles, sans aller jusqu'au rougissement. Juste tu le passes à la flamme, moutard. Ouais. Mais par contre, pourquoi avec la grille du voisin j'aurais pas le droit de faire ça? Il dit le Mishnah Berurah, parce que la grille du voisin, elle est imprégnée, elle est absorbée de nevelot ou trefot. Or, nevelot ou trefot, il faut l'iboun gamour. Pour extirper un goût de nevelot ou trefot, il faut l'iboun gamour. Il faut un liboun total, un passage à la flamme jusqu'à rougissement. Et pourquoi j'aurais pas le droit de le faire à Yom Tov? Pourquoi j'ai le droit de faire à Yom Tov que l'iboun kal et pas l'iboun gamour, que la version allégée du liboun et pas la version totale du liboun? Pourquoi? Parce qu'il dit le Mishnah Berurah, il y a un issour pendant Yom Tov et pendant Shabbat qui s'appelle metaken mana. C'est comme metaken mana, c'est apprêter un objet à son utilisation. Ça veut dire il n'est pas utilisable et je le rends utilisable. Alors ça c'est un sour Shabbat, c'est un sour Yom Tov, c'est finir l'objet. Eh bien, il dit le Mishnah Berurah, si je fais un liboun gamour d'une grille jusqu'à rougissement, ça s'assimile à metaken mana. C'est comme si j'ai apprêté l'ustensile. Ouais. Mais si j'ai simplement passé à la flamme un ustensile, ça ne peut pas metaken mana. Quelle différence? Il dit parce que nevelot ou trefot, ça s'appelle Isura Bala. Nevelot ou trefot, étant donné qu'elles sont interdites toute l'année, de la viande non cachère, elle est interdite toute l'année. Ouais. Ça s'appelle Isura Bala, il faut l'iboun gamour pour Isura Bala. Et l'iboun gamour pendant Yom Tov, c'est pas possible, c'est assour. Mais par contre, le fromage, il n'est pas pris à part, de façon indépendante. Le fromage n'est pas assour. Quand est-ce qu'il est assour? Quand il est un mélange avec la viande. Mais tout seul, il n'est pas assour. Alors il dit comme ça, il dit Mishnah Berurah, il dit parce que le fromage ici qui est imprégné dans cette grille, si je veux le passer à la flamme, il n'y a pas besoin de l'iboun gamour, il n'y a pas de l'iboun kal. Rien que la version allégée de l'iboun, ça suffit pour l'enlever. Et ça, j'ai le droit de faire ça à Yom Tov. De là, j'apprends quoi? De là, j'apprends que le Shulchan Aruch considère que lorsque c'est un interdit alimentaire comme le fromage, il me suffit de faire un liboun allégé. Hametz et fromage, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce que le hametz n'est pas tout le temps interdit, au même titre que le fromage. Ça veut dire, ils ne sont pas à mettre dans la même catégorie. C'est pas comme nevelot ou trefot. Nevelot ou trefot, c'est tout le temps interdit. Je comprends qu'il faut les bons gamour. Mais le fromage comme le hametz, ou le hametz comme le fromage, on devrait dire, eux c'est beaucoup plus léger, il n'y a pas besoin de l'iboun gamour. Alors contradiction de Shulchan Aruch. Comment se fait-il que dans l'Ilchot Pesach, le Shulchan Aruch nous dit, les grilles imprégnées de hametz, il faut l'iboun gamour jusqu'à rougissement. Et dans le fromage, tu me dis l'iboun kal ça suffit. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Tu devrais dire l'iboun kal, l'iboun kal. Voilà, c'est ce qu'on va dire. On va dire parce que non. Alors, mais il y a quand même un élément de réponse dans ce que je dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend finalement d'ici que la vraie position. C'est demain midi, je crois, les vacances, non? On apprend qu'en vérité, la vraie position du Shulchan Aruch, la vraie position du Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est qu'il admet que lorsque c'est un aliment qui n'est pas tout le temps interdit, genre le fromage, genre le hametz, il admet que normalement ça suffirait l'iboun kal. Sauf qu'il fait une petite exception rigoureuse dans le hametz parce que c'est l'interdit alimentaire le plus grave de la Torah. Mais maintenant, on en arrive à quoi ici? On en arrive à quoi? On en arrive tout simplement à ce que il y a quand même un avis dans la halakha qui considère que le hametz, au moment où il est absorbé dans le keli, il s'appelle heter, il s'appelle permis. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien d'interdit. Même si effectivement, je répète encore une fois, la halakha n'est pas comme ça. Mais on va faire ce qu'on appelle ici un tsirouf. C'est quoi un tsirouf? On va additionner deux svarot. On va pas prendre une svara toute seule. On va pas prendre un argumentaire tout seul. On va en prendre deux. On va prendre celui-ci et on va l'additionner avec un autre que je vais vous dire tout de suite. Retenez déjà dans votre tête qu'il y a un avis, même si effectivement il n'est pas retenu par la halakha, mais il y a un avis dans les Rishonim, de plusieurs Rishonim, qui pensent que le hametz, au moment où il est absorbé dans lequel il s'appelle heter, il s'appelle permis. Donc regardez, il y a encore autre chose qu'on va additionner à ça, et à la fin on aura notre réponse pour le four. Dans Shulchan Aruch Yoredea à Siman Tzadibet, au chapitre 92 du Shulchan Aruch Yoredea dans Ilchot Basar et Halav,
Il y a là-bas un paragraphe qui nous amène un cas. Un cas de lait et de viande. Quel est ce cas? Il y a une casserole de lait en train de cuire sur le feu. Sur un feu. Et imaginez, je ne sais pas exactement comment c'est dans le détail, mais imaginez que c'est quelque chose à étage. On va dire qu'il y a une espèce de deuxième étage en haut, comme ça. Et il y a là-bas une autre source de chaleur avec une marmite viande. Donc ils sont un au-dessus de l'autre. Et ils sont en train de cuire tous les deux. Le Shulchan Aruch dit que la vapeur du lait en train de cuire monte et rend interdit la marmite viande. C'est évident. C'est évident. Mais pas comme ça. Regardez. Elle rend interdit, elle monte, la vapeur de lait monte et s'introduit dans la marmite et rend la marmite viande interdite. Comme ça, du Shulchan Aruch. C'est même impensable de mettre une marmite de viande. Bon, mais ça existe. Dans Star Trek, ça existe. C'est en science-fiction un peu. Donc regardez, ok? On est dans la réalité là. Ouais, vous allez voir que c'est pas si... vous allez voir que c'est très réel. Donc, voilà ce que dit Shulchan Aruch. Le Pri Megadim sur place, il ramène le nom du Rambam. Perek Zayin d'Ilchot Ma'achalot Asurot. Tumat Ochalim, pardon. Al-Khadalet. Le Rambam dit, quand on dit ici que la vapeur d'un aliment équivaut à l'aliment lui-même, c'est ce qu'on vient de dire. On a dit que la vapeur du lait, c'est comme si que le lait il est monté dans la marmite. C'est ce qu'on a dit. On a dit la vapeur du lait rend interdit la marmite viande. Ça veut dire quoi en clair? C'est comme si que le lait il est rentré dedans. C'est ce qu'on a dit. Eh bien attention, le Pri Megadim dit au nom du Rambam que ce principe n'est vrai que lorsqu'il s'agit de liquide. Que uniquement lorsqu'il s'agit de liquide. Que lorsqu'il s'agit par exemple de lait. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'aliments liquides. Effectivement, la vapeur d'un aliment liquide équivaut à l'aliment lui-même. Et donc, dans le cas du lait, la vapeur du lait rend interdit la viande. Mais, dit le Rambam, lorsqu'il s'agit d'aliments solides qui diffusent une vapeur, on n'assimile pas la vapeur à l'aliment. C'est la physique. On n'assimile pas la vapeur à l'aliment. La vapeur et l'aliment sont complètement détachés. Ça veut dire la capacité de la vapeur d'un solide n'est pas la même que la capacité de la vapeur d'un liquide. La vapeur d'un liquide est beaucoup plus puissante. Le liquide, il s'évapore en fait. Il s'évapore, mais de façon beaucoup plus puissante qu'un solide. Ça veut dire le solide, il va dégager une vapeur, mais qui est beaucoup moins importante, et en tout cas pas importante au point de, entre guillemets, j'allais dire, entre guillemets, contaminer là où elle va rentrer. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, ce qu'on appelle le principe de Zé'a, En Zé'a Ba'ochalim, ça veut dire que la vapeur, qu'on appelle la Zé'a dans la halakha, la vapeur n'est pas l'égale de l'aliment lorsqu'il s'agit d'un solide. Elle est l'égale de l'aliment lorsqu'il s'agit d'un liquide, mais pas d'un solide. Où je veux en venir? Je reviens à mon four. Imaginez que j'ai un four qui n'est pas à pyrolyse. Un four à gaz de mon arrière-grand-mère. Ouais. Ouais. Imaginez que j'ai un four à gaz, un bon four à gaz d'avant. Il n'est pas ni pyrolyse, ni catalyse, ni abbas, rien du tout. Normal à gaz. Quand je fais cuire dans ce four, je fais cuire du hamed. Quel hamed je fais cuire? Du pain, des gâteaux, des trucs comme ça. Ok? Dans quoi? De quoi vous avez dit? Voilà. Dans quoi je fais cuire? Bon, le poisson c'est pas du hamed. Moi je parle du vrai hamed. Dans quoi je fais cuire ce pain ou ces gâteaux dans le four? Dans quoi je le mets? Dans des plaques, dans des plateaux. Vous êtes d'accord avec moi? Effectivement, les plateaux c'est un problème, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, je ne parle pas des plateaux. Oubliez les plateaux pendant 2 minutes. On va parler que du four en lui-même. Mon four, est-ce qu'il est en contact direct avec le hametz, les parois du four? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui est en contact direct avec le hametz? Les plateaux, ou les grilles éventuellement, mais pas les parois du four. Tout au plus, ce qu'elle réceptionne, ces parois du four, de la part du hametz, c'est quoi? La vapeur, la zé'a. Or on a dit En Zé'a Ba'ochalim. On a dit tout à l'heure, on vient de prouver avec le Pri Megadim, le Rambam, etc. Le Bishlomo Kluger, comme ça il tranche aussi, qu'il n'y a pas de Zé'a au Seret, il n'y a pas de vapeur qui rend interdit quelque chose lorsque cette vapeur provient d'un aliment solide. Or le pain et les gâteaux, jusqu'à preuve du contraire, c'est solide. C'est la raison pour laquelle,
Cet argument additionné à celui selon lequel certains rishonim pensent que Hametz c'est Heterabala, bien que la halakha n'a pas été retenue comme ça. Mais là on fait un tsirouf, on fait une addition de deux svarot. On fait une addition de deux arguments. L'argument de ceux qui considèrent que lorsqu'il y a absorption du Hametz pendant tout le reste de l'année, il se produit une absorption de quelque chose de permis, bien que la halakha n'est pas retenue comme ça. Mais additionné avec l'argument du Pri Megadim, du Rambam, que de la nourriture solide ne produit pas une vapeur rendant interdit quelque chose. Si on additionne ces deux svarot, il n'y a pas matière à être mahmir sur un four qui n'est pas à pyrolyse. Vous voyez bien d'ici qu'il y a matière à autoriser, de cachériser un four, même s'il n'est pas à pyrolyse. Parce que la pyrolyse c'est quoi? La pyrolyse c'est du liboun gamour. La pyrolyse c'est liboun gamour. Or on a vu qu'il n'est pas évident d'exiger liboun gamour dans tous les cas. Il n'est pas évident d'exiger liboun gamour tout le temps. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a un four qui n'est pas à pyrolyse, et on veut s'en servir pendant Pessah, on peut le cachériser. Comment? On le nettoie de fond en comble comme il faut, les produits, etc. d'abord. On le laisse au repos pendant 24 heures, toujours pareil, c'est toujours la même chose. Et ensuite, on le laisse tourner à vide, à température maximale, pendant 1 heure. Et après ça, il est caché avec le Pessah. Par contre, les plateaux du four, eux, ils nécessiteraient normalement l'iboun gamour. Parce qu'eux, ils sont en contact direct avec le hametz. Eux, ils supportent le pain, ils supportent le gâteau. Eux, c'est pas de la vapeur, c'est du ta'am directement. Eux, ils nécessitent normalement l'iboun gamour. Or, l'expérience a démontré que les plateaux des fours ne tiennent pas le passage au chalumeau. Il faudrait les passer au chalumeau normalement. Les bounes gamour, ça serait ça. Mais on Parce met qu'ils pas vont. directement, excusez-moi, on met pas directement dessus. On met toujours une feuille d'alu. Alors, la feuille d'alu, la feuille d'alu. C'est pas possible. Bah oui, mais si, alors effectivement. Mais vous avez pas tort, madame. Ça colle sur les bords. Si vous faites ça tout le temps, j'ai pas de réponse. Si vous me dites ça m'arrive de le faire, ça m'arrive de ne pas le faire, alors dans ce cas je vous dis c'est sûr que c'est assourd. Par contre, si vous faites ça tout le temps, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Maintenant, excusez-moi. Ah, attendez, juste je termine ce sujet. Non, parce que dans ma tête c'est bien rangé. Donc j'essaye de. Voilà. Alors, j'étais en train de dire, donc par contre les plaques des fours, les plateaux des fours, normalement il faudrait l'iboun gamour, normalement il faudrait le passage à la flamme jusqu'au rougissement, mais techniquement l'expérience a montré que les plateaux des fours ne tiennent pas le passage à la flamme jusqu'au rougissement. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des plateaux spéciaux Pessah, ou en tout cas c'est certain ne pas s'en servir de ceux de toute l'année pendant Pessah. Ça c'est une chose. Vous voulez dire quelque chose, madame? Oui. Alors si on les recouvre, je vais en parler dans 2 secondes. C'est pas si évident que ça, mais bon. Tout à l'heure, vous parlez de solide, de pain, de gâteau et autres, Oui. quand on fait le hametz. Maintenant, il nous arrive aussi de faire un gratin de pâte. C'est solide aussi. Oui, mais quand vous mettez de la crème, Le rov, c'est du liquide. la majorité c'est quoi? La majorité est solide. Alors d'accord, Il s'appelle solide. dans une marmite. Je peux vous Oui, oui. expliquer toutes les crèmes ou les sauces qu'on peut faire, ou dans laquelle on va rajouter par exemple de la farine pour épaissir un peu nos trucs. Le fait que c'est juste une sauce, c'est pas le produit principal, ça va pas se considérer comme de la vapeur? Vous mettez ça tout seul dans le four? Non. Avec quoi? Vous le mettez dans un plat? Dans un plat avec Le- un solide. non, alors si le plat, non, c'est un ingrédient. Si le plat il est majoritairement solide, même s'il y a un ingrédient liquide dedans, il s'appelle solide. Pour celles, il y a des femmes par exemple qui posent la question. Bon, les plateaux, on a dit qu'on ne peut pas les cachériser parce qu'on devrait normalement faire l'iboun gamour et c'est techniquement impossible, quasiment impossible. Alors il y en a qui demandent si maintenant je recouvre pendant Pessah, je recouvre mes plateaux que je ne cachérise pas, mais je les recouvre d'alu. Est-ce que je peux les utiliser pendant Pessah? Il est vrai que certains rabbanim autorisent. J'ai entendu ça, je ne l'ai pas vu écrit. C'est tout des guédères Torah chez Béalpé pour moi pour l'instant. Donc là, je l'ai entendu pendant des années, j'ai entendu ça. Je n'ai pas vu écrit. Moi, je n'enseigne pas, parce que je ne l'ai pas entendu et je ne l'ai pas vu écrit de la bouche de mon rave. Donc, et la Gemara elle dit, il est interdit de dire quelque chose si on ne l'a pas vu ou écrit de la bouche de son rave. Tant que Ravovad n'a pas écrit, je ne le dis pas. Donc moi, je ne peux pas vous autoriser personnellement à vous dire c'est permis. Si quelqu'un vont vous le dire c'est permis, à la brioute, moi en tout cas, je ne peux pas vous le dire. Donc ceux qui recouvrent les plateaux d'aluminium, il faut trouver une source, il faut trouver des arguments, je ne sais pas, ils existent certainement, mais moi je ne les connais pas. Bien.
Ça c'était les fours, on a fait l'évier, on a fait les fours. Qu'il y a dans le four.